Benoît Bourgon, 60 du Stonhaven. Monsieur Harel, est-ce que vous pouvez mettre sur l'écran la diapositive que vous aviez pour le règlement 596-19 qui montre la zone UMV 3H12? Bon, alors, je vais parler plus fort, je vais m'avancer. Ici, c'est un terrain vacant. Et ici, c'est une garderie. Et des appartements, une condo. Et le restaurant, chez moi, chez toi. Do I understand correctly with this new proposed bylaw sur le terrain qui est vacant? OK. Alors, sur tous les terrains qui font partie du orange foncé, on pourra dorénavant opérer un barbier, un nettoyeur à sec, un port d'attache taxi, un cordonnier, un photographe et des services similaires. Non, c'est pas tout à fait exact. Je vais laisser M. Falquero clarifier. Dans cette zone-là, actuellement, il y a l'usage résidentiel, commercial, vente au détail, services professionnels, genre bureau d'avocat ou comptable, etc. Ce qu'on propose, ce que vous avez sur le règlement, c'est de permettre tous les usages possibles dans le C32 dans cette zone-là. Mais c'est ce que je dis, le C32, dans votre projet de règlement, est défini comme étant un établissement affecté à l'exercice de services personnels de type barbier, coiffeur, esthéticien, modiste, lavoir, nettoyeur à sec, port d'attache taxi, tailleur, cordonnier, photographe et autres pourvoyeurs de services similaires. Donc, à l'intérieur de la zone orange, n'importe qui pourrait opérer ce genre de commerce. Si le règlement est adopté, oui. Alors, ce que je comprends, c'est que le propriétaire de l'édifice où il y a un dépanneur, que j'utilise fréquemment, à côté, il y avait un bureau d'antiquité, un commerce d'antiquité qui a fermé. Le propriétaire a demandé un changement de zonage pour pouvoir louer la partie qui était le commerce d'antiquité à un coiffeur esthétique. C'est ce que je comprends. Alors, pourquoi pas avoir une réglementation ciblée qui permet cette opération-là dans ce local-là? Pourquoi permettre tous les services que j'ai mentionnés, puis c'est très large parce qu'on parle de services similaires sur l'ensemble du territoire que vous avez mentionné. N'y a-t-il pas un moyen, au niveau réglementation, que ce soit un PPC-moi ou autre chose, c'est votre domaine, M. Falquero, c'est pas le mien, de cibler, de permettre l'opération d'un salon de coiffure pour ce local-là, un point, c'est tout. Est-ce qu'il y avait une question comme ça? Oui, je vous demande s'il n'y a pas un moyen de cibler à ce local-là seulement la permission d'avoir un salon de coiffure d'esthétique, point final. Comme vous savez très bien, on peut cibler un seul lot par une PTC-moi. Ça, c'était une option à faire pour seulement ce lot-là, ce bâtiment-là. L'autre option était de changer le zonage pour toute la zone, et ça, c'est ce que le conseil a choisi de faire. Bon, ben, en tant que citoyen, je trouve ça inacceptable parce que vous ouvrez une boîte de Pandore, vous permettez un tas de services, parce que regardez votre définition de C32, là, c'est très large. Des services similaires, services personnels, ça peut être n'importe quoi. Il peut y avoir un salon de massage un matin, puis vous ne pourriez pas l'empêcher, parce que c'est des services personnels. Alors, ce que je vous suggère au Conseil, c'est de repenser votre stratégie, parce qu'il va y avoir un mouvement de citoyens qui va s'opposer à ce règlement de zonage-là. Si vous arrivez avec un PPC-moi qui est ciblé, qui dit « on permet un salon de coiffure, d'esthétique », je ne pense pas qu'il va y avoir d'opposition. Mais là, vous ouvrez une boîte de Pandore. Maintenant, deuxième question. Pourriez-vous montrer le développement résidentiel sur la rue 1000?
Bon. C'est la deuxième fois que la Ville décide de prendre l'argent au lieu de prendre le terrain. Vous l'avez fait pour les 23 propriétés qui sont en construction à l'intérieur de Fizzle. Pourquoi vous n'avez pas accepté de prendre 10 % de terrain et de faire en sorte que les nouvelles propriétés ne sont pas aussi près du chemin 1000? Avec 10 % de terrain additionnel, vous reculez les propriétés, ça fait en sorte qu'on n'est pas en train de regarder un plan de développement de Brossard ou de Longueuil, mais on regarde un plan de développement qui est plus approprié à notre ville. Alors, je demanderais au Conseil, s'ils sont prêts, à reconsidérer le fait de prendre 10 % de terrain et de forcer le promoteur à donner ce 10 % sur l'emprise du chemin 1000. En fait, ça avait été discuté, le Conseil a choisi. Désolé, le Conseil a choisi d'aller avec le 10 %, mais merci pour votre question. C'est quoi le montant de 10 %? C'est très minime. J'ai pas le montant ici, mais... Monsieur Palissette, si vous permettez, je suis entièrement d'accord avec vous, on avait pu prendre le terrain. On pouvait pas. C'est tout protégé en arrière. Le seul endroit où on pouvait construire, c'est en avant. Et le terrain en arrière est tout protégé par le ministère de l'Environnement. C'est une des conditions que le promoteur avait eues à l'époque. Nous, on aurait aimé ça prendre le terrain en arrière. C'est ce qui était regardé, mais on ne pouvait pas prendre le terrain du tout. OK. J'ai une demande de précision. J'ai une demande de précision parce qu'il y a une information qui n'a pas été donnée lorsque vous avez parlé de la subvention pour la façade du restaurant. Non, mais là vous êtes sur un autre. C'est pas une précision. Non, c'est une demande. Vous avez pas dit c'est quoi le montant de la subvention? J'ai dit 10 000 $10 000. Ouais. N'est-il pas vrai que c'est la deuxième fois que ce commerce-là demande une subvention? Non. L'ancien propriétaire l'avait demandé. Boat. Non. Là, vous mélangez les choses. Le shack est en bas de la côte, l'ancien shack, comme on l'avait, qui est à côté de la bâtisse de la bibliothèque, le bookstore. Et vous avez vu le boat avant, ça c'était pour moi mais il n'y a pas de subvention de changer les fenêtres. Il n'y a pas de subvention pour ça. Mais on a parlé du boat ce soir, mais il ne ressort pas de sous avec. Thank you, Phyllis Seiss. Speaking of Mike. Do we have regulations for low flush toilets in town for new construction? It's according to the building code. I could check and find out for you, but I believe we do, yes. I was wondering if we could maybe offer grants to existing. To my knowledge, we have, perhaps not at this council, but in the past, there was a very, very low interest, but it's something we can discuss again. Because we give money to many buildings in town that have tremendous waste. Thank you. Thank you. Alicia Southall on Mirador and Knowlton. Just if we could go back to 4.4.1, 499 Bonneville. I believe that's the one where, Councillor Patterson, you mentioned that you were granting permission for the building of a construction of an accessory building when there was no principal emplacement, correct? That's the one. Well, the secondary building is already there, so technically, to be able to subdivide, there would not have to be a secondary building. So we're allowing the subdivision with the derogation that the secondary building is already there, but they have to get a building permit within the next 3 years for the primary building. Okay, and I was just curious because you mentioned it was conditional on a construction permit being issued within 3 years, correct, if I remember? Okay. Can you just explain how that condition operates? I'm just curious. What happens if someone doesn't actually yield to that condition? What would happen? For the exact details, I'll ask Mr. Falcaro to fill us in.
So the derogation is granted on the basis that the primary building has to be built within, get a permit for the primary building within 3 years. If it's not done, then the derogation that was granted tonight is cancelled, expires, and then the person would have to knock down the existing secondary building. Or perhaps come back and ask for another derogation based on a new set of conditions. Thank you. Further to what the other citizen mentioned just now about the Mill Street project, has the town ever taken land rather than money? Because to my recollection, you haven't. Yes. You have? Speak in the microphone. Yes, sir, I can't hear you, so they cannot. To increase the park that's in that district. Okay. And we wanted to take more, but we took a decent chunk to make the park beside the community center Foster bigger. Yeah, because it sounds ecologically more sound often, right? Well, usually how the process goes is that if we believe that there is potential, we will speak to the Loisir, get their input to say, well, is there needed for a new park? We looked in West Rome in certain areas. We've looked at various areas for different usages. So you're correct that it's rather rare, but we do analyze the opportunity. Okay, thank you. Just one last question here. On 4.8.1, the PPC Moi on for 401 Chemin Knowlton, you mentioned in English and in French, le projet est approuvé, the project is approved. Can you just describe for us again what project it is that you are permitting on that lot? The specifics of it? So there were two elements that were derogatory when we did the PPC Moi, which was the number of parking spots and the number of units, which are changed. So if you go back through and look at the PPC Moi that was tabled, the last project, which I believe is the deuxième projet. It was actually called the Projet Distinct, but it was identical to the second project. It was deposited or approved last month in August. Oh, so you're talking about the bill then, the legislative item, correct? Okay. Yes, so now the promoter will have to table his appropriate plans and have all that approved, but the things that were up for contestation or approval by the public were those two specific items. Yes, but they were linked to a specific development proposal. Correct. Can you just remind us of what that is? Well, they're going to be reconverting the what we used to call the Knowlton House into apartments, 3 and 4 units, 3.5 and 4.5. And it's on the document that's in the website. That's the project. But they now have to do the actual tabling of the plans and all that. And how many units? All 3.5s and 4.5s, and how many units, Councillor Patterson? 42. Okay. Thank you very much. Thank you. Carole Lavoie, 28 de l'héritage. Moi, j'aimerais savoir, la piste cyclable que vous allez faire, est-ce que, quand elle part du Brome, est-ce qu'elle va passer dans l'ancien chemin de fer, l'ancien... En fait, c'est pas une piste cyclable, c'est plus un sentier, et ça sera pas, à ma connaissance, là, ça sera pas pavé comme une... C'est plus un sentier pour marcheurs et vélos, mais je crois que oui, le but est de passer sur l'ancienne piste, qui est quand même accessible un petit peu présentement, mais c'est de le rendre officiel parce que l'Expo Brome ne permet pas, en fait, ils permettent un peu, là, mais c'est pas fluide, et de se rendre de Brome à Sutton, ça c'est un grand défi, parce qu'il y a des terrains privés, à ce que je sache par la suite, donc il va falloir qu'ils négocient avec les propriétaires de terrains privés pour se rendre jusqu'à Sutton. Du côté de la bombe, ça va être partir du champ d'exposition, aller jusqu'à Montfort, je pense. En fait, oui, exact. Ou est-ce que ça va continuer de l'autre côté du chemin, ou si ça va se terminer là puis tourner sur le côté? Je ne pourrais pas vous dire les plans exacts. Je doute que ça continue parce que je pense que l'autre côté de Montfort, c'est privé. OK.
OK. Sous toute réserve. Merci. Mon autre question est, nous avons remarqué qu'en face du IGA, où le nouveau développement de 6 et 1,8, dos à dos avec la commission des liqueurs, qu'il y avait des tuyaux de 4 pieds qui ont été installés debout, en avant, le long de la rue, puis tout de suite en arrière, c'est le développement. Pourriez-vous expliquer à quoi servent ces tuyaux, s'il vous plaît? En fait, sous toute réserve, selon moi, ils étaient temporairement mis debout, mais c'est pour du drainage selon le plan de gestion du ruissellement. Mais je peux vous dire qu'ils se doivent là, de respecter le plan qu'ils ont déposé, mais on peut vérifier puis vous revenir plus précisément. Mais c'est vraiment le promoteur qui est responsable de la gestion de son eau. Donc, je présume que c'est pour ça, mais on peut s'informer davantage. Parce que ça se trouve à soulever, c'est plus haut que le chemin. C'est devenu comme 4 à 5 pieds plus haut que le chemin. Fait que si vous pouvez l'expliquer en anglais aussi pour que les gens comprennent qu'est-ce que j'ai demandé, s'il vous plaît. Oui, pas de problème. So, Madame was wondering, in front of the IGA, the development next to the SAQ, there seems to be some large cement, not pipes, but the culverts that were there, so she's worried about what those will be used for, and she's also concerned that the height of the dirt or the roadside is more elevated than the road, so that we're going to make sure that the plans that were tabled are followed. Durant la dernière tempête sur la rue Willow, où ce qui est le fossé principal qui passe, il y a eu un énorme arbre, ou une branche plutôt, d'une grosse érable qui a tombé sur un autre arbre sur le terrain de ma voisine en arrière. L'arbre a tombé sur sa couverture à elle. On a appelé la ville. La ville a envoyé quelqu'un, ils ont regardé ça, il n'y a rien qu'on peut faire, c'est pas sur notre terrain. Si je me souviens bien, la ville elle a un règlement. Un règlement qui dit que tu n'as pas le droit de laisser pousser la friche. Je pense que le règlement, c'est 2,92. Ça concerne les eaux stagnantes dans cette partie-là du ruisseau. Ça concerne le ruisseau qui est presque complètement bouché par des branches. Le terrain appartient à un monsieur Robin de Saint-Hyacinthe. Un deuxième appel de la madame qui a pris en main de couper toute cette grosse branche-là, énorme branche, en enlever ce qu'elle pouvait. Quelle est la responsabilité de la ville pour des terrains qui ont laissé pousser en friche? Si on a un règlement qui dit qu'on n'est pas, t'as pas le droit de laisser pousser un terrain en friche de plus que 3 mètres, c'est quoi le règlement de la ville? Puis quand est-ce que la ville va l'appliquer, le règlement? Il y a 2 terrains là, avec des arbres très dangereux. En fait, je peux vous dire que ceux-là, je ne sais pas on est rendu à quel stade, mais je sais qu'il y a d'autres terrains en friche où la ville a envoyé des avis d'infraction. Mais celui-là, on peut vérifier puis on peut vous prendre. Oui, juste envoyer des avis d'infraction, ça ne règle pas le problème. Les gens l'ignorent complètement, puis il n'y a rien de fait. La ville ne fait rien. C'est votre opinion? C'est mon opinion. Viens voir les terrains. Ben, en fait, lève-toi de ton bureau, viens voir les terrains. Est-ce que vous avez une deuxième question? Alors, excellent. Merci d'avoir été ici ce soir. Oh, désolé. I'm getting older and I'm slower. That's fine. Brenda Stone. I'm on a learning curve here at council and understanding how things work. So I learned about the PPC1, went around and applied it. I need you to explain to me how one works a waiver, how it is legal. Do I come to, if I want to make a waiver, for example, the promoter, I don't know Fernald to lose names, put a waiver and went around and signed and talked to all the people that I spoke to also about the 401 project. Please explain to me the legalities of a waiver and how this works, because I have never heard of such a thing, ever. Well, you may not have been following municipal affairs back then, but when
there was a project in Foster on the old Foster golf course. The promoter went around and had the document signed where the people said, no, we're in favor of the document, or of the project, so we're not asking to go to further steps to a referendum. So that the law is quite well defined in how it goes about. Mr. Falcaro would want to fill you in a little more, but I mean, it's all in the Cities and Towns Act on how it's even in English on the website. You can read the procedures, and there's the signatures per zone. Then there's the registry, and then there's in parallel with that, there's the people that can say no, we don't want to go to a referendum, and so it's all very well listed. So when I was looking at what you were speaking of, once the register is signed, then you can do a waiver, from what I understand. Okay. That is my so to me, this was backwards or something. I don't get it. Well, I can give you a detailed answer if you call me tomorrow, but here's a quick answer. According to the Act respecting elections and referendums, the Quebec law, once a register has been scheduled, as happened in this case, if enough renunciations, they're called, if there are enough renunciations for 50% plus one of the possible votes at a referendum are sent in, then that is proof that if it ever goes to a referendum, that the project would go ahead. So this is an exception, and it is a way of basically canceling the holding of the register. It's a tough task to achieve. In this case, it wasn't achieved, not even close. But the idea is that if the people in favor of the project can show by filing a legal renunciation that they are in favor, the register could be cancelled. Because I didn't get, when I was reading it, I read that any type of a waiver by any company or organization would be filed after the register. No, that's incorrect. It has to be filed before the register is held, because if enough are received, then the register would be cancelled. As soon as the day of the register arrives and there are not enough renunciations received, that is all put aside and the register continues or is held as planned. Okay. Now, if you would be kind enough to explain to me what the requirements are, or how one presents a waiver. Does the town have to be in favor of the waiver? How does this work? The town has nothing to do with the waiver. It's done at the initiative of any party. In this case, it was done at the initiative of the promoter, who obviously wants his project to go ahead. And he submitted and convinced people to sign renunciations that were duly submitted to me. I validated in each case whether it was someone who could have signed the register or could vote in a referendum if one was held, and then I held them. And if there had been more than enough to be more than half of the possible votes in a referendum, then they would have come into play. In this case, there were not enough, so legally they had no value at all, and they were put aside the day the register started. So the renunciation has no particular form, but it does have to clearly show that the person is someone who could sign the register or could vote in the referendum, and clearly show that they are in favor of the project, and clearly show what the project is or what the derogations are that they are willing to tolerate. So it's somewhat similar to a petition, right? Except it's specific in location. Am I getting it right? A petition is just a bunch of people who sign a piece of paper. The renunciation has a bit more formality, legally speaking, and has to, and it's set out again in the Quebec law of how and when the renunciation could be prepared and filed. I'll keep reading. Thank you. Thank you. Bonsoir, Chantal Brodeur, 23 Papineau. J'ai une question. J'ai appris cet après-midi que le propriétaire de l'ancien golf Inverness, du côté de Papineau, où je demeure, ne ferait pas la tonte du gazon parce que, paraît-il, il y aurait eu des plaintes au niveau du bruit.
Je ne comprends pas pourquoi. Lorsque le tracteur passe, ça dure peut-être une journée, 2 jours. Pourquoi il tombe du côté, de l'autre côté et pas du côté de Papineau? Je peux pas vous dire, on peut s'informer puis vous revenir s'ils sont à l'extérieur du cadre réglementaire de la ville à ce moment-là, mais je suis pas au fait de ça, on peut vous revenir. OK, merci beaucoup. Une question à Maître Falquero. Pouvez-vous me rappeler la date butoir pour le dépôt de signature quant au règlement de zonage 596-9? C'est pour le dépôt de signature? Oui, la première phase. Mais on vient d'adopter le premier projet. Oui. Il y aura une consultation prochainement, probablement d'ici la prochaine réunion du conseil. Et la prochaine réunion du conseil, le conseil va décider soit d'adopter un second projet ou non, avec changement ou sans changement. OK. Est-ce que vous avez une idée du nombre de signatures nécessaires dans le cas d'un référendum, considérant la zone qui est impliquée? Non, je n'ai pas fait le calcul, mais on peut dire que c'est la zone en question, qui n'est pas très grande, mais les zones aux alentours, qui comprend la zone où se trouve Villa Inverness. Je pense que la zone Stoneyville est aussi une zone contiguë. L'autre côté, ça comprend la plupart des zones résidentielles de Bonneville. Et si on monte Frizzle, ça monte jusqu'à l'angle de Frizzle et Tibbetts. Donc, il y a à peu près 7-8 zones en total qui sont en jeu. Merci.